avec nous ce soir l'un des plus grands philosophes francophones. Bonsoir Ali Ben Maklouf, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de Pourquoi lire les philosophes arabes, l'héritage oublié. Ça paraît aux éditions Albin Michel. Vous êtes également professeur à l'université Paris-Est Créteil. Alors, dans une tribune publiée récemment dans le journal français Libération et intitulée « Laissons les idées mourir à la place des hommes », vous réagissez aux événements qui ont secoué la France, aux attentats. Qu'est-ce qui vous a incité à prendre la plume ? Écoutez, réaffirmer la primauté de la personne humaine, insister sur le fait qu'aucune cruauté ne peut se justifier, invoquer une quelconque raison toutes les cruautés sont faites, si vous voulez, au nom d'elles-mêmes, au nom de la cruauté. Je crois qu'il était important au moment où certains brandissent la casquette au nom de la religion, de rappeler que les cruautés sont totalement arbitraires et n'ont aucune raison dans leur justification. Vous dites notamment, Ali Ben Maklouf, que vous croyez davantage au travail de fond et à l'éducation, pas aux actions spectaculaires. Expliquez-nous. Je dis l'éducation parce qu'il me semble que tout ce qui est lent et progressif produit des effets réels. L'éducation, moi ça fait 31 ans que j'enseigne en France, l'université de Nanterre, l'université de Nice-Sophia Antipolis, maintenant Paris-Est Créteil. Et à chaque fois, précisément, ce qui m'intéresse, c'est ces actions que l'on considère comme invisibles. Personne ne vient voir ce que je fais dans ma classe au jour le jour. C'est ça ce que j'appelle le non spectaculaire, mais qui est un travail de fond, parce que par l'éducation, effectivement, vous criblez tous les éléments qui sont susceptibles d'être débattus. Mais est-ce que vous pensez que la société française prend ce chemin ? Oui, je pense que légalement, dans la loi, il y a des choses qui sont affirmées. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas toujours respectées qu'elles ne sont pas déclarées et proclamées dans la loi. Et je pense que les droits ne sont pas moins droits quand ils ne sont pas concrétisés. Au contraire, quand ils ne sont pas concrétisés, l'accès égal à l'éducation, l'accès égal à la santé, c'est quand ils ne sont pas concrétisés qu'il faut maintenir l'exigence de leur concrétisation. Un droit non reconnu donne plus de raisons pour continuer à le revendiquer. Alors vous déplorez notamment, Ali Ben Maklouf, et c'était déjà le cas bien avant les attentats qui ont secoué la France, que la notion d'islam ait pris le pas sur toute autre conception culturelle arabe, en particulier dans les médias. Oui, c'est-à-dire, je ne suis pas le premier à le dire, des gens comme Olivier Roy, des gens comme Youssef Courbage, des gens comme Emmanuel Todd, voilà, ont insisté sur l'idée que l'islam s'invite comme critère explicatif là où les raisons sont à chercher dans des désarrois sociaux, sont à chercher dans l'inégal accès, comme je le disais, au transport, au logement, à l'éducation, à la santé. Une fois, je l'avais dit dans le sud, quand j'habitais le sud de la France, à l'invitation du député-maire de Menton, et la moitié de l'amphithéâtre s'est levée en me disant « Taisez-vous, c'est faux ». On ne voulait pas entendre une autre voix qui dise que les difficultés venaient de l'inégale distribution des richesses et de l'accès à des biens premiers. Cette récurrence de la place de l'islam dans le débat français depuis des années ? Écoutez, c'est difficile de chercher, comment dirais-je, on veut masquer une réalité. La réalité, c'est qu'il y a des personnes qui vivent une religion qui n'est pas du tout de la bigoterie, qui n'est pas de la superstition. Et on finit par faire un immense amalgame entre dévotion, foi, croyance, piété. Et du coup, l'islam s'invite dans un ensemble de confusions que j'appelle des crampes mentales. Il est probablement très facile de stigmatiser une religion à partir de sa fièvre contemporaine qu'il ne faut pas nier,
depuis la révolution iranienne, depuis 1979, l'islam vit une fièvre, mais l'islam est une religion qui est sur la planète depuis 15 siècles. Va-t-on juger toute cette religion à l'aune des 35 dernières années? Je m'interroge. Alors, vous avez pris la plume pour écrire ce nouveau livre, Ali Ben Maklouf. Pourquoi lire les philosophes arabes, l'héritage oublié, édition Albin Michel. Quel est précisément l'héritage des philosophes arabes? L'héritage est tellement fort qu'il a été anonymisé, oublié parce qu'il est anonyme. Il a tellement réussi qu'on ne s'en rend plus compte. Le canon d'Avicenne a fait complètement les sillons de la formation à Montpellier des premières universités en médecine. Le monopsychisme d'Averroès, le fait qu'il y a un seul esprit, ça a été complètement un élément nourricier de tous les débats de la philosophie classique au XVIIe, au XVIIIe siècle. Donc parfois, on oublie parce qu'on ne sait plus à qui on a emprunté. Et moi, je me dis toujours, voyez maintenant dans les moments difficiles que nous traversons en France, on a cité le traité de la tolérance de Voltaire, on a cité la lettre sur la tolérance de John Locke. Pourquoi ne citons pas le discours décisif tout aussi incisif? Pourquoi ne citons pas les lettres et les épîtres d'Al-Kindi qui a bien expliqué qu'on devait beaucoup de choses aux anciens, c'est-à-dire aux païens. Les païens s'invitaient à Bagdad au IXe siècle, au milieu de l'islam. Et c'est cela ce que j'appelle l'héritage oublié. On pourrait essayer de rapatrier pleinement cette tradition de pensée, la tradition de pensée de philosophie arabe, dans le patrimoine commun de la philosophie et pourquoi pas dans le patrimoine commun de l'humanité. Alors vous retracez dans ce livre le sens de l'engagement des philosophes arabes dans la recherche de la vérité. Vous avez aussi parlé du rôle précurseur en médecine. Montpellier, première université fondée dans le bassin méditerranéen. Quel est l'âge quel est l'âge d'or de cette période et sur quel territoire s'étend-elle? Alors du 8e au 15e siècle, mais je ne dirais pas l'âge d'or, voyez-vous, parce que quand on dit l'âge d'or, on a aussi tendance par moments à confiner et finalement à cloisonner, à muséifier. Moi, j'ai voulu jeter un regard à partir de la philosophie contemporaine pour désenclaver cette philosophie. Cette philosophie, certains la considèrent comme respectable, mais comme un élément de musée. Et moi, j'ai voulu en quelque sorte la remettre dans le flux, dans le flot de la pensée contemporaine. C'est pourquoi, si vous voulez, je ne dis pas âge d'or, mais je peux dire âge d'or, comme vous venez de le signaler, au sens d'un précipité et d'une accélération de développement. Alors là, je vous réponds effectivement du 8e au 15e siècle. Alors en quoi est-elle d'actualité, justement, cette philosophie? Elle est pleinement d'actualité parce que c'est la recherche de la connaissance, la vie sous le mode de l'intellect, le souci de soi, le soin des autres. Moi, je suis engagé au comité d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Donc, toutes les questions relatives à l'éthique médicale contemporaine, eh bien, quand on lit le canon d'Avicenne, quand on lit les commentaires de Galien par Ibn Rushd d'Averroès, on se rend compte que c'est un magnifique héritage qui ne demande qu'à être remis en circuit. Et que la colère, par exemple, parfois, elle est plus néfaste pour celui qui est en colère que pour celui qui subit la colère. Il y a des passages très pertinents dans ce livre. Effectivement, parce qu'en fait, la médecine était beaucoup plus, comme d'ailleurs ce qu'elle est aujourd'hui, beaucoup plus une hygiène et une nutrition et un équilibre des humeurs du corps que simplement une façon de prendre des médicaments à quoi on veut la réduire par moment. Alors, qu'est-ce qui singularise l'approche des philosophes arabes par rapport aux philosophes, par exemple, contemporains venus d'Asie, de la Chine, mais aussi des Occidentaux? Oui, alors je vous remercie de cette question parce que souvent, voyez-vous, le problème c'est qu'on cloisonne. Et moi, j'ai préféré vraiment me mettre à l'échelle humaine pour montrer qu'il y a des accès multiples à une même réalité, à la même réalité humaine, à la même recherche de la vérité. Vous savez, quand on dit nos valeurs, je suis toujours choqué, nos valeurs européennes, mais ce sont les valeurs humaines. Tout le monde lutte pour les mêmes valeurs. Quand on se souvient du printemps arabe, des peuples se sont soulevés. Pourquoi? Pour l'exigence de liberté et l'exigence de justice. Et je crois que précisément, que l'on soit en Chine,
place Tiananmen, les massacres qui avaient eu lieu, les gens s'étaient soulevés pour la liberté et la justice, que ce soit en Égypte, au Yémen et en Afrique du Nord. À chaque fois, eh bien, c'est cette voix-là que j'ai voulu réentendre en la pluralisant par les références de ces philosophes arabes. Aujourd'hui, concrètement, dans le débat public, Ali Ben Makhlouf, que peut la philosophie? On a beaucoup entendu parler de laïcité, de liberté, d'égalité. La philosophie, que peut-elle, par exemple, sur ce concept de laïcité qui est parfois pas très bien compris? La philosophie, c'est une activité de pensée qui ôte les crampes mentales. Donc à chaque fois qu'on confond laïcité et sécularisation, à chaque fois que l'on confond laïcité et absence de religion dans l'espace public, la laïcité ne dit pas ça, eh bien il est bon de reprendre en quelque sorte le fil de l'analyse pour indiquer comment des fibres peuvent être enchevêtrées. Eh bien, mais ces crampes mentales, de quoi sont-elles le symptôme? Pardon de vous couper. Est-ce que c'est la paresse intellectuelle qui a pris le pas dans nos sociétés? Non, je pense que quand deux philosophes se saluent, disait Wittgenstein, l'un dit à l'autre, prends le temps. Et on ne prend plus le temps de dénouer les questions. Et donc les crampes mentales viennent d'une obsession des mêmes images qui sont véhiculées, qui sont prises pour des vérités elles-mêmes. On essentialise les images, on fétichise les images et on ne les relie plus à leur genèse, à leur cause, à leur héritage, justement. Parce que les images, tant qu'on les relie au concept, elles gagnent une dignité. Mais si l'image, on veut la faire parler pour elle-même, eh bien, je crois que ça donne des impostures et des crampes. On essentialise aussi la religion, on essentialise des concepts. Que faire selon vous pour rendre la philosophie plus accessible au grand public? C'est une vraie question. Il y aurait eu un débat en France. L'ancien président Nicolas Sarkozy voulait, je crois, ne plus la donner dans les classes des terminales scientifiques au lycée, par exemple. Elle n'a jamais vécu en bon ménage avec les pouvoirs politiques parce que la philosophie est une subversion en acte, en cela qu'elle dit que la pensée est une forteresse sur laquelle il n'y a aucune prise. Même quand vous emprisonnez quelqu'un, eh bien, il est libre mentalement. Et cette subversion de l'usage de la raison et de la connexion avec l'intellect est quelque chose qui peut rendre complètement fou le pouvoir politique. Ali Ben Makhlouf, merci beaucoup pour ce témoignage riche d'enseignements. Pourquoi lire les philosophes arabes, l'héritage oublié, aux éditions Albin Michel, un livre à lire absolument. Merci à vous, Ali Ben Makhlouf, d'être venu sur le plateau de 64 minutes.